Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo en réaction à la réponse de Michel Drac sur ma fiche de lecture. Au début je pensais me contenter que d'un commentaire écrit, et puis on m'a conseillé quand même de faire une petite vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas les commentaires et c'est terrible, mais du coup je vais essayer de m'adresser à eux en faisant une petite vidéo. Alors d'abord c'est très gentil à Michel Drac d'avoir pris le temps de faire une vidéo pour me répondre, donc merci à lui. Et donc je vais essayer de développer un peu comme lui en deux parties. Une question, je vais revenir sur les inégalités, la critique des inégalités, et dans un second temps, je vais revenir sur le traitement de la dette publique. Alors d'abord, je vais commencer sur la question des inégalités. Manifestement, je ne me suis pas très bien exprimé parce que Michel Drac pense que je souligne une contradiction dans son propos. C'est pas vraiment le cas. En ce qui me concerne, ce serait plutôt un manque de clarté, puisque dans son ouvrage, quand il va aborder la question des inégalités, il va essentiellement se concentrer, pour l'expliquer, sur l'intentionnalité des acteurs. Et au moment où il va donc essayer de déterminer les causes de ces inégalités, il va très peu revenir à l'approche infrastructurelle. Et c'est ce qui manquait, selon moi. Par avance, je tiens à être précis, je ne nie pas que l'intentionnalité des acteurs peut avoir une influence significative. Je pense qu'effectivement, comme Michel Drac, c'est une combinaison à la fois d'une perspective infrastructurelle et de l'intentionnalité, une approche événementielle qui est liée à la volonté de certains acteurs. Ça, je ne le nie pas. En revanche, selon moi, sur la question des inégalités, il y a une forme d'influence majoritaire de l'approche infrastructurelle. C'est-à-dire, pour moi, l'influence du capital prédomine en matière de hausse des inégalités. C'est qu'une opinion, c'est personnel et c'est subjectif. Voilà. Mais finalement, peu importe, puisque la vidéo qu'a fait Michel Drac permet d'expliquer qu'il considère que l'approche infrastructurelle et l'intentionnalité des acteurs se complètent. Dans sa vidéo, malgré tout, Michel Drac parle d'un tropisme de classe, relatif à un compromis fordiste-keynésien, sur lequel je voulais revenir. En ce qui me concerne, je considère que le capitalisme fonctionne souvent en deux phases, une phase d'essor et une phase de déclin. La phase d'essor a eu lieu, en gros, de 1945 jusqu'au milieu des années 70. Dans cette phase d'essor, le capital s'appuie pour sa croissance, pour sa nécessaire croissance, s'appuie sur la croissance économique. Et du coup, il s'accommode très bien d'une forme de réduction des inégalités, notamment dans les salaires. Ça ne le dérange pas puisque sa croissance est essentiellement due sur la croissance économique. Et c'est même mieux de faire que tout le monde puisse consommer, puisque la consommation encourage la croissance économique, etc. Donc ça ne le dérange pas. Voilà. En revanche, à partir du milieu des années 70, le capital ne peut plus s'appuyer sur la croissance économique pour croître. Et du coup, c'est important de prendre ça en considération dans la révision idéologique qu'il y a eu à cette période-là, dans la vague de néolibéralisme qu'il y a eu à cette période, puisque c'est aussi à mettre en lien avec le fait que le capital ne peut plus s'appuyer sur la croissance économique pour grossir, et il va être obligé de trouver des gisements de croissance, y compris en compressant le travail au maximum, en faisant en sorte que le facteur travail de la nation soit mis en compétition avec d'autres travailleurs, etc. Donc, il y a toute une logique dont le capital a besoin pour continuer sa croissance, et à ce compte-là, il a un véritable besoin d'une doctrine néolibérale. C'est pas seulement une intentionnalité des acteurs pour faire monter les inégalités, c'est-à-dire que ce désir-là des acteurs est aussi, et beaucoup, selon moi, porté par la nécessité pour le capital de croître. En réalité, depuis le milieu des années 70 jusqu'à nos jours, j'ai parlé de phase de déclin, mais on est plutôt dans une phase de stagnation déclinante. On n'est pas vraiment dans la vraie phase de déclin où notre économie régresse. En revanche, le fait qu'il y ait une idéologie qui soit de plus en plus agressive montre qu'on se rapproche de cette période de déclin,
puisque le fait que le dogme de l'immigration soit de plus en plus vigoureux et défendu de manière violente dans l'idéologie dominante, ou le fait que le protectionnisme soit assimilé au nazisme, etc., c'est quand même des signes qui montrent que le système est de plus en plus sur la défensive et dans une forme d'extrémisme idéologique. Donc dans sa réponse, Michel Drac revient sur un groupe qui vise à réduire la population mondiale. Alors c'est vrai, je le conteste pas, et il y a certainement cette volonté-là qui existe parmi les élites. C'est incontestable. En revanche, ce mouvement-là qui vise à réduire la population mondiale, qu'on peut assimiler au malthusianisme, existe depuis quasiment 200 ans. D'accord ? Après, c'est vrai qu'il s'est accentué récemment, mais il existe depuis quand même un certain temps. Ça mérite d'être souligné. D'autre part, il convient également de signaler que parmi les acteurs de l'oligarchie mondialiste, il y a aussi des gens qui s'inquiètent de cette montée des inégalités. Par exemple, on peut le voir très clairement dans la tribune de Warren Buffett qui a été publiée dans un grand journal, et qui demande à payer plus d'impôts, lui, en tant que milliardaire. Parce qu'il veut que les inégalités puissent être un petit peu nivelées. Hein. On le voit aussi dans la mise en lumière du livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, où il dénonce effectivement la hausse des inégalités qui est croissante et qui n'est pas maîtrisée. S'il a bénéficié d'une couverture médiatique considérable, c'est parce qu'il y a des élites qui ont été conscients de ce problème des inégalités. Et donc, moi j'ai tendance à penser que pour une majorité d'élites, une plus grande majorité d'élites, les inégalités c'est avant tout un problème avant d'être une solution, puisque hausse des inégalités veut dire instabilité économique et sociale, et donc le fait que le pouvoir peut potentiellement leur échapper. Beaucoup plus qu'une inquiétude de long terme de gestion des ressources. Puisque je pense que dans l'idéologie mondialiste, le marché régule tout. Et donc s'il n'y a plus de ressources, elles seront plus chères, et les pauvres seront mécaniquement plus pauvres à ce moment-là. Et donc je pense que c'est aussi un peu moins dans l'inquiétude. Mais c'est un ressenti personnel. Alors à présent, je vais revenir sur la question de l'épargne et de la gestion de la dette publique. D'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un point que je souhaitais nuancer, hein. C'est pas un désaccord frontal. À titre personnel, je considère très bien que c'est une très bonne chose que les Français aient un rapport sain à l'épargne, qui soit plutôt fourmi, et qu'ils aient une tendance effectivement à être précautionneux vis-à-vis de leur environnement économique. Ça, je trouve ça très bien, et je le considère un petit peu comme une force, mais c'est pas une force qui est considérable du point de vue de la gestion de la dette publique, selon moi. C'est plutôt un environnement social positif. Sur la question de la dette, alors j'ai pas dit qu'il suffisait de pas payer et que tout irait très bien. J'ai dit qu'au moment où on serait dans une crise généralisée des dettes souveraines, parce que je pense que c'est comme ça que ça va se passer, que tous les pays vont se retrouver face à ce problème-là un petit peu en même temps, il va y avoir des moratoires sur la dette. Un moratoire sur la dette, ça veut pas dire forcément qu'on paye pas la dette, mais qu'on la gèle. Et qu'après, on voit ce qu'on fait. Voilà. Personnellement, je pense que si le peuple reprend le pouvoir, dans une certaine mesure, on peut avoir des traitements de la dette qui peuvent être de toute nature. Hein. Effectivement, on peut gérer la dette par l'inflation, mais je considère que c'est la plus mauvaise des solutions, parce que malheureusement, même si ceux qui n'ont pas souscrit de dette publique, ceux qui n'ont pas pris le risque de prendre de la dette publique, la paieront quand même par le seul fait qu'ils détiennent la monnaie. Donc pour moi, la dévaluation, c'est la pire de toutes les solutions. Effectivement, je veux bien reconnaître qu'il y a beaucoup de Français qui détiennent de la dette publique française, dès lors qu'ils ont un compte épargne, etc. Et moi, dans l'idéal de la manière dont je voudrais traiter la dette, je voudrais pas flouer ces gens-là. Je pense que, personnellement, si on me devait demander comment je traite la gestion des dettes, hein, bon, je suis pas sûr que ça arrive, mais personnellement, voici comment je ferais. Je distinguerais 3 types de dettes publiques. Les dettes publiques qui sont détenues par des Français en France, celles-là, moi je suis pour les conserver, c'est-à-dire
rembourser réellement ces dettes-là, d'accord? Ensuite, je distingue ces premières dettes-là, je distingue ensuite les dettes qui sont détenues à l'étranger, donc généralement par des étrangers. Ces dettes-là, je ne suis pas pour les supprimer, mais de regarder en face les dettes que nous on détient et que le pays étranger détient. Donc en fait, je serais pour un traitement au cas par cas et regarder si on peut compenser les dettes, si on les garde, si eux gardent notre dette, etc. etc. Voilà. Pour cette deuxième catégorie-là, je suis pour un traitement au cas par cas en fonction des pays. Et puis, il y a la troisième catégorie qu'on a un peu facilement tendance à oublier, c'est les dettes détenues dans les paradis fiscaux. En ce qui me concerne, je considère que c'est des dettes qui sont profondément malsaines, antipatriotiques, voilà, tout ce qu'on veut, et ces dettes-là qui sont une partie considérable, hein, parce que je pense réellement qu'il y a une très grande partie de notre dette publique qui est détenue dans les paradis fiscaux. Cette dette-là, je suis pour la supprimer purement et simplement, hein, puisqu'elle est détenue par les 1% de la population qui usent de cette manne pour entretenir leur pouvoir, etc. Donc j'aurais tendance à dire que voilà, la dette française qui est détenue dans ces paradis fiscaux est nulle et non avenue, etc. Voilà, pour moi, le traitement qui serait juste d'un point de vue social. Bon, au-delà de ça, il convient de préciser que 70% de la dette publique est détenue à l'étranger. 70% de la dette publique française est détenue à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de rappeler que l'Argentine, lorsqu'elle a fait un défaut partiel sur sa dette, ça n'a pas dégoûté totalement les investisseurs étrangers, puisque 3 jours plus tard, il y avait des gens qui revenaient pour éventuellement prêter de l'argent à l'Argentine si elle avait besoin de refaire des dettes. Bon, je vais essayer de revenir sur le fond de mon propos maintenant. D'abord, ça me paraît important de rappeler qu'il y a autant de créances qu'il y a de dettes. D'accord? Donc, voilà, ça c'est important. Il y a deux types de dettes qui sont détenues à l'étranger, hein. Il y a celles qui sont détenues dans les paradis fiscaux, qui sont vraiment mauvaises d'un point de vue social, selon moi, et qui conviennent d'être supprimées. Et celles qui sont détenues à l'étranger, dans des pays partenaires avec qui on fait du commerce. Pour celles-là, il faut faire attention. Pour moi, il y a 3 types de pays. Il y a des pays qui sont emprunteurs nets, c'est-à-dire qui ont contracté plus d'emprunts qu'ils n'ont de créances. Par exemple, il y a les États-Unis, il y a la Grèce, il y a d'autres pays comme ça. Ce jour-là, ces pays, ils diront, bah non, votre dette, on la paiera pas. Et du coup, ce sera dur d'avoir des bonnes relations commerciales avec les pays vis-à-vis desquels ils vont annuler leurs dettes. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Après, il y a les pays un petit peu comme la France, qui ont certainement une dette publique considérable, mais qui ont une épargne aussi considérable, et dans cette épargne, il y a de l'assurance vie, donc il y a des pays qui, même s'ils ont un emprunt considérable, une dette considérable, il y a des créances en face, et les deux se compensent. D'accord ? Donc ces pays-là, le jour où on soldera les dettes publiques, ils seront pas vraiment en difficulté, puisque finalement leur balance est relativement équilibrée, leur balance dette-créance. Et du coup, ces pays-là auront l'avantage de ne pas enfler dans les grandes largeurs les pays qui leur ont prêté de l'argent, mais ils auront malgré tout l'avantage de conserver des relations relativement amicales avec ces pays-là. Et puis il y a les pays qui sont des créanciers nets, hein, par exemple, je pense souvent à l'Arabie Saoudite, hein, qui a vendu énormément de pétrole et qui a accumulé énormément d'excédents budgétaires, commerciaux, etc. Ces pays-là sont des créanciers nets. Et le jour où il y aura la résolution des dettes souveraines, hein, donc c'est des pays qui n'ont vraiment pas intérêt du tout à ce que des pays comme les États-Unis ou la France soient dans une situation de cessation de paiement, parce qu'ils perdraient énormément de leur influence financière. Mais ce jour-là, l'Arabie Saoudite, on pourra peut-être, nous la France, trouver un moyen d'entendre, parce qu'en contrepartie, on a
on a de l'épargne, alors que les Américains, eux, seront forcés de les enfler dans les grandes largeurs, hein, de leur dire, bah non, on vous paiera jamais, et voilà, sans contrepartie. Voilà, c'était pour les 2 critiques sur lesquelles a choisi de réagir Michel Drac. Pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur l'approche structuraliste. J'ai réalisé une petite vidéo sur les perspectives sociologiques, qui est également une vidéo un petit peu anthropologique, qui revient sur l'influence que peuvent avoir les médias sur le fonctionnement d'une société, et notamment sur le système politique dont elle se dote. C'est une problématique qui me paraît très importante et qui est assez peu reprise par les milieux alternatifs, dissidents, etc., et vers laquelle je vous recommande d'aller. Donc le lien, je vais le mettre là, et c'est une vidéo, donc l'épisode 9 de ma chronique d'un éveil citoyen, que je vous recommande vivement pour approfondir cette approche. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, à bientôt.